Installez-vous confortablement avec une tasse de café, car nous allons vous ramener en 1975, une année où la France se débattait avec la crise pétrolière, l'inflation galopante et une incertitude économique palpable. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens ordinaires, les travailleurs, pouvaient encore se permettre d'acheter un toit au-dessus de leur tête. Ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait bien vous faire tomber de votre chaise, surtout quand vous comparez avec les prix vertigineux d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas seulement de chiffres ici. Nous parlons d'un monde complètement différent. Un temps où un seul salaire pouvait soutenir une famille et un crédit immobilier. Alors, êtes-vous prêt à découvrir exactement combien vos parents ou grands-parents ont payé pour leur logement? La réponse pourrait vous surprendre plus que vous ne le pensez. C'est un voyage vers une France presque méconnaissable aujourd'hui, où l'espoir et la propriété immobilière allaient de pair. Imaginez la scène. Nous sommes en 1975. Valéry Giscard d'Estaing est président de la République et la France traverse des temps plutôt turbulents. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, quelque chose de remarquable se passait sur le marché immobilier. Le prix moyen d'un logement à travers la France se situait à un peu moins de 100 000 francs. Oui, vous avez bien lu. 100 000 francs pour une maison entière. Maintenant, avant de penser que cela semble impossiblement bon marché, rappelez-vous que les salaires étaient aussi vastement différents. Mais même en tenant compte de l'inflation, la comparaison avec le marché d'aujourd'hui est absolument stupéfiante. Un pavillon typique de 3 chambres dans une banlieue respectable pouvait être vôtre pour environ 90 000 à 110 000 francs. Tandis qu'une maison de ville dans un quartier ouvrier pouvait vous coûter aussi peu que 60 000 à 70 000 francs. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ces prix représentaient environ 3 à 4 fois le salaire annuel moyen. Aujourd'hui, ce ratio a explosé pour atteindre entre 8 et 15 fois les revenus moyens, selon l'endroit où vous vivez. En 1975, si vous gagniez 25 000 francs par an, ce qui était assez typique pour un artisan qualifié ou un employé de bureau, un logement modeste était véritablement à portée de main. Les banques et les caisses d'épargne vous prêtaient généralement 2 fois et demi votre salaire, parfois 3 fois si vous aviez un conjoint qui travaillait. Le processus était simple, presque charmant selon les standards d'aujourd'hui. Vous entriez dans votre agence locale un samedi matin, vous aviez une conversation avec le directeur, vous remplissiez quelques formulaires, et en quelques semaines, vous aviez votre réponse. Bien sûr, tous les endroits en France ne commandaient pas les mêmes prix, et les différences régionales étaient fascinantes. À Paris, particulièrement dans les arrondissements plus désirables, vous auriez à regarder des chiffres significativement plus élevés. Une maison de ville modeste à Belleville ou Ménilmontant, des quartiers qui sont maintenant impossiblement chers, vous aurait coûté environ 150 000 à 180 000 francs. Pendant ce temps, dans le nord de la France, dans des villes comme Lille, Roubaix ou Lens, vous pouviez trouver un logement parfaitement décent pour aussi peu que 50 000 à 60 000 francs. La division nord-sud était déjà apparente, bien que rien de comparable au gouffre que nous voyons aujourd'hui. Le Midi offrait aussi d'excellentes opportunités, avec des propriétés à Marseille ou Montpellier disponibles à des prix très raisonnables comparés à la région parisienne. Ce qui était vraiment remarquable, c'est que ces variations régionales ne créaient pas le même sentiment d'exclusion que nous ressentons aujourd'hui. Oui, Paris était plus cher, mais pas au point d'exclure complètement les familles ouvrières ordinaires. Les instituteurs, les infirmières, les ouvriers d'usine pouvaient tous réalistement aspirer à posséder une propriété, même dans la capitale. La région lyonnaise offrait un bon compromis. Lyon et ses environs avaient des industries florissantes et des logements abordables. Un pavillon dans la banlieue lyonnaise pouvait vous coûter 80 000 à 90 000 francs. Ce qui sur un salaire d'ouvrier de 22 000 francs annuellement était entièrement gérable. La Bretagne et les régions rurales étaient particulièrement abordables, avec de belles longères en pierre disponibles pour des sommes remarquablement modestes. Pour vraiment comprendre le marché immobilier de 1975, nous devons parler de ce que les gens gagnaient réellement. Le salaire annuel moyen en France cette année-là était d'environ 23 000 francs.
Maintenant, cela peut sembler absurdement bas, mais rappelez-vous, un demi de bière coûtait environ 2 francs et une baguette environ 1 franc. Un artisan qualifié, peut-être un menuisier ou un électricien, pouvait gagner plus près de 28 000 francs par an, tandis qu'un ouvrier d'usine à la chaîne rapporterait typiquement entre 18 000 et 22 000 francs. Les salaires professionnels étaient plus élevés, bien sûr. Un enseignant pouvait gagner 32 000 francs, un directeur de banque peut-être 50 000 ou 60 000 francs. Ce qui est crucial à comprendre, c'est la relation entre ces salaires et le coût de la vie, particulièrement le logement. Si vous étiez un jeune couple en 1975, tous les deux travaillant, vous pourriez avoir un revenu combiné d'environ 40 000 à 50 000 francs. Avec un crédit de 3 fois votre salaire, vous pouviez emprunter 120 000 à 150 000 francs, ce qui vous permettrait d'acquérir une belle maison familiale dans la plupart des régions du pays. L'apport requis était typiquement de 10%. Donc, pour une maison de 100 000 francs, vous deviez économiser seulement 10 000 francs. Beaucoup de jeunes gens vivaient avec leurs parents pendant quelques années après avoir commencé à travailler, économisant chaque sou disponible pour cet apport. Obtenir un crédit immobilier en 1975 était une expérience assez différente du processus complexe et informatisé d'aujourd'hui. Les banques et les caisses d'épargne dominaient le marché du crédit, et elles opéraient selon des principes qui semblent presque désuets maintenant. D'abord, vous deviez établir une relation avec votre institution locale en ouvrant un compte d'épargne et en y déposant de l'argent régulièrement, parfois pendant 1 an ou plus. Cela démontrait votre fiabilité et votre engagement. Quand vous étiez prêt à demander un crédit, vous preniez rendez-vous avec le directeur, vous vous habilliez de votre plus belle tenue du dimanche, et vous présentiez votre cas. Le directeur vous évaluait selon votre stabilité d'emploi, votre historique d'épargne, et s'il pensait que vous étiez une personne décente et digne de confiance. Les termes du crédit étaient relativement simples. La plupart étaient des prêts amortissables durant 20 à 25 ans avec des taux d'intérêt fixes souvent autour de 9 à 10%. La banque envoyait un expert pour évaluer la propriété, s'assurant qu'elle était solide et valait le prix. Une fois approuvé, ce qui prenait typiquement 4 à 6 semaines, vous signiez les papiers et receviez votre livret de crédit, un petit carnet où vous enregistriez vos paiements mensuels. Beaucoup de gens payaient leur crédit à l'agence elle-même, faisant la queue un samedi matin, remettant de l'argent liquide ou un chèque, et faisant tamponner leur livret. Tout était très tangible et réel. Le parc immobilier disponible en 1975 était merveilleusement varié, reflétant des décennies de tradition de construction française. Les immeubles haussmanniens et les maisons de ville du début du XXe siècle étaient extrêmement communs, particulièrement dans les grandes villes. Ces logements, construits entre les années 1880 et 1930, présentaient de hauts plafonds, une construction en pierre solide, et souvent de beaux détails d'époque comme des moulures et des cheminées. Beaucoup pouvaient être achetés pour 60 000 à 80 000 francs dans les quartiers ouvriers, bien qu'ils nécessitaient souvent quelques travaux. Les pavillons de l'entre-deux-guerres construits pendant les années 1920 et 1930 étaient extrêmement populaires. Ces propriétés avec leurs beaux windows, leur modeste jardin de devant et leur salle à manger séparée représentaient le rêve pavillonnaire pour des millions de familles. Les cités d'après-guerre offraient des options plus modernes. Le programme de construction de logements sociaux avait créé des milliers de logements pendant les années 1940, 1950 et 1960. Les promoteurs privés avaient aussi été actifs, créant de nouveaux lotissements en périphérie des villes, offrant des maisons modernes avec des cuisines équipées et des salles de bain intérieures, des luxes que beaucoup de propriétés anciennes manquaient encore. Les propriétés rurales offraient quelque chose d'entièrement différent. Les maisons en pierre dans les villages, les fermes avec terrain et les granges converties étaient disponibles pour des prix remarquablement raisonnables, particulièrement dans les zones moins accessibles. Une maison de campagne en Auvergne ou dans le Limousin pouvait coûter aussi peu que 50 000 francs, parfois même moins pour les propriétés nécessitant de la rénovation. Quand vous achetiez une maison en 1975, les attentes étaient assez différentes du marché immobilier d'aujourd'hui. Le chauffage central était encore un luxe dans beaucoup de maisons,
pas la caractéristique standard que nous considérons essentielle maintenant. Beaucoup de propriétés comptaient encore sur des poêles à charbon ou à mazout, avec peut-être une chaudière fournissant l'eau chaude. Les radiateurs électriques devenaient plus communs, vus comme modernes et pratiques, bien que coûteux à faire fonctionner. Si une maison avait le chauffage central complet, particulièrement le chauffage au gaz, c'était considéré comme un véritable argument de vente et ajouterait considérablement au prix. Les cuisines équipées étaient une autre nouveauté relative. Beaucoup de maisons anciennes avaient encore des meubles indépendants, une cuisinière, un évier avec un égouttoir, peut-être un buffet ou un garde-manger. Les salles de bain étaient souvent basiques mais fonctionnelles. Des toilettes intérieures, une baignoire et un lavabo étaient standards à ce stade, bien que vous trouviez occasionnellement encore des propriétés avec des toilettes extérieures dans les zones moins chères. Les suites de salles de bain colorées faisaient fureur. Le vert avocat, le jaune moutarde et le bordeaux étaient des choix à la mode qui semblaient terriblement sophistiqués à l'époque. Le double vitrage était pratiquement inconnu. La plupart des maisons avaient des fenêtres en bois d'origine ou des châssis métalliques, souvent avec des courants d'air, mais considérés comme parfaitement adéquats. Les jardins étaient typiquement plus généreux que dans les lotissements modernes, avec de vrais jardins avant et arrière, de l'espace pour des potagers, des cabanons et pour que les enfants jouent. Le standard général était solide et pratique, construit pour durer plutôt que pour impressionner. L'économie française en 1975 vivait une turbulence considérable. Pourtant, le marché immobilier restait étonnamment accessible. L'inflation dépassait les 10%. La crise pétrolière affectait encore les prix et l'incertitude économique était palpable. Les grèves étaient fréquentes, le chômage commençait à grimper. Pourtant, malgré cela, ou peut-être en partie à cause de cela, la propriété immobilière restait un investissement tangible et fiable. Les gens comprenaient que la pierre et le mortier conservaient leur valeur mieux que l'argent à la banque pendant les périodes inflationnistes. Les taux d'intérêt étaient relativement élevés selon les standards modernes, oscillant autour de 9 à 11%. Mais l'inflation des salaires suivait souvent le rythme, ce qui signifiait que les paiements de crédit devenaient progressivement plus faciles avec le temps. Le marché opérait à un rythme beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Les maisons restaient sur le marché pendant des mois, pas des semaines. Les agents immobiliers étaient moins répandus. Beaucoup de ventes se faisaient par l'intermédiaire de notaires ou d'annonces privées dans les journaux locaux. Tout le processus était plus doux, moins sous pression. La surenchère existait mais était considérée comme profondément déshonorante, une pratique honteuse à laquelle les gens décents ne se livraient tout simplement pas. Il y avait moins de promoteurs immobiliers et de spéculateurs. La plupart des acheteurs étaient de véritables familles cherchant des maisons où vivre pendant des décennies. Le concept d'investissement locatif était pratiquement inconnu en dehors des propriétaires professionnels. Cela créait un marché qui semblait plus juste et plus accessible aux gens ordinaires. Les primo-accédants ne concurrençaient pas des investisseurs avec plusieurs propriétés et des réserves de liquidités. En regardant en arrière, 1975 représente un moment pivot dans l'histoire du logement français. Bien que nous ne le réalisions pas à l'époque, en quelques années seulement, tout allait commencer à changer dramatiquement. La déréglementation progressive des années 1980, les nouvelles pratiques de prêt, l'émergence d'une culture de spéculation qui existait à peine auparavant. Soudain, les maisons n'étaient plus seulement des foyers. Elles étaient des investissements. Les pratiques de prêt prudentes et conservatrices des banques de 1975 ont cédé la place à un marketing agressif et à des prêts plus risqués. La relation personnelle entre emprunteurs et prêteurs s'est dissoute, remplacée par des notations de crédit informatisées et des décisions automatisées. La possession de plusieurs propriétés est devenue courante. L'investissement locatif a émergé comme stratégie d'investissement, et les investisseurs étrangers ont commencé à acheter de l'immobilier français comme actif financier. Chacun de ces changements, peut-être individuellement justifiable, a collectivement transformé le marché au-delà de toute reconnaissance. Le ratio entre les prix moyens des logements et les revenus moyens,
qui se situait autour de 3 pour 1 en 1975, a régulièrement grimpé tout au long des années 80 et 90. Dans les années 2000, il avait atteint 7 ou 8 pour 1 dans beaucoup de zones, et à Paris, des chiffres à 2 chiffres. Alors, après ce voyage à travers 1975, après avoir exploré les salaires, les crédits et le marché immobilier de cette année extraordinaire, répondons à la question avec laquelle nous avons commencé. Combien coûtait un logement en France à cette époque? Le prix moyen, comme nous l'avons découvert, était d'approximativement 100 000 francs. C'est exact. 100 000 francs pour ce qui coûterait aujourd'hui entre 200 000 et bien plus d'un demi-million d'euros selon l'emplacement. En monnaie d'aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, ces 100 000 francs vaudraient environ 60 000 euros. Pourtant, le prix moyen réel d'un logement en France aujourd'hui se situe autour de 280 000 euros, plus du quadruple de la valeur ajustée à l'inflation. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres, n'est-ce pas? C'est ce que ces chiffres représentaient. En 1975, 100 000 francs signifiaient l'espoir, l'opportunité et la perspective réaliste de construire un avenir sécurisé par le travail acharné et l'épargne sensée. Cela signifiait que les jeunes couples pouvaient se permettre leur propre maison sans avoir besoin d'aide de la banque papa-maman. Cela signifiait la dignité et l'indépendance pour les familles ouvrières qui pouvaient enfin posséder plutôt que louer. Le marché d'aujourd'hui, avec ses prix astronomiques et sa compétition intense, a créé des barrières qui auraient été impensables pour nos parents et grands-parents. Le rêve n'est pas mort, mais il est certainement devenu plus difficile à atteindre. C'est peut-être la vraie histoire ici. Pas seulement à quel point les maisons étaient bon marché, mais à quel point la propriété immobilière était accessible pour les familles françaises ordinaires. C'était vraiment des temps différents. Pour toujours.